Le débat, ça y est, ils se sont presque tous exprimés. Nos politiques ont fait leur entrée sous un air de campagne. À gauche, l'Université de La Rochelle s'ouvre demain sous le signe de l'écologie. À droite, les ténors n'ont qu'un objectif, tenir jusqu'aux primaires dans un an. Et le duel Juppé-Sarkozy devrait monter en puissance. La course d'obstacles est lancée. Les candidats jouent déjà des coudes. À 20 mois de la présidentielle, qui est le mieux placé pour l'emporter? On en parle avec nos invités ce soir. Hélène Pilichowski, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes éditorialiste politique. Avec nous également Jérôme Sainte-Marie, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Directeur de l'Institut d'opinion et de sondage Polling Vox, auteur du Nouvel Ordre démocratique paru aux éditions du Moment, et également avec nous en plateau Jean-Sébastien Ferjou, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur et fondateur du site Atlantico. On commence avec le sondage qui donne la tendance actuelle et qui la confirme en tout cas. D'après l'IFOP, regardez, ni François Hollande ni Manuel Valls ne seraient qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Petite précision à apporter à ce sondage, il n'envisage pas d'autres candidats que Nicolas Sarkozy à droite. Le chef des socialistes, Jean-Christophe Cambadélis, parle d'un sondage hors sol. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que c'est effectivement tout sondage fait actuellement est forcément un sondage hors sol. Et non seulement on est loin d'élection, mais en plus les gens ne sont pas totalement rentrés de vacances, en tout cas dans leur tête. Mais cependant cet enseignement que vous avez énoncé, c'est-à-dire le fait que la gauche risque fort d'être éliminée du second tour. Vous avez les mêmes tendances ? C'est une tendance constante de toute façon, de sondage après sondage depuis des mois. Or, là, effectivement, il y a une hypothèse qui manque, puisqu'ils n'ont pas testé l'hypothèse avec Alain Juppé. Mais l'hypothèse avec Alain Juppé ne ferait que renforcer, l'élimination. Cette élimination. Donc, on vit aujourd'hui, ça fait quand même quelques mois qu'on est là-dedans, avec l'idée que le second tour opposera très probablement à Marine Le Pen, qui dans toutes les hypothèses se trouve au second tour, l'opposera au candidat de droite. C'est quand même c'est une espèce de 21 avril, si vous voulez, qui est annoncé depuis 2 ans. Du coup, est-ce qu'on est certain que François Hollande sera candidat ? Je pense que François Hollande, d'abord, a, comme vous le savez, beaucoup de flemme, beaucoup de tranquillité, une grande confiance en lui, et qu'il n'a pas envie aujourd'hui de réfléchir à sa non-participation. Je crois qu'il fait tout. Il fait tout, au contraire. Il fait tout, et chacun de ses gestes peut s'interpréter à la lumière de la présidentielle. Donc, on sent très bien qu'il en a envie, et donc c'est pas le moment pour lui, je pense, d'envisager une non-candidature. Il croit encore, vous savez, il y a des différents indices économiques qui pourraient jouer en sa faveur, qui ne sont pas encore tout à fait confirmés, mais qui pourraient s'avérer profitables pour lui. Donc, il est plutôt dans cet esprit-là. Cela dit, je pense qu'autour de lui et dans le camp socialiste, si effectivement les sondages le donnent toujours loin derrière Manuel Valls, inévitablement, la question va finir par se poser. Oui, il va y avoir des doutes au départ, puis petit à petit, ça prendra d'ampleur. Tous les socialistes ne sont pas d'accord, finalement. François Hollande, ce n'est pas le candidat naturel pour tout le monde. Mais il y en avait qui l'avaient dit auparavant. Il y a déjà plusieurs mois, il y avait quelqu'un qui avait posé la question dans son camp. Je ne sais plus lequel exactement avait dit, effectivement, il avait osé dire que effectivement la question pourrait se poser. C'est Thierry Mandon. Thierry Mandon, j'allais dire. Oui, je pense que c'est Thierry Mandon. Oui, c'est tout à fait ça, exactement. Mais depuis Charlie, ça c'était avant Charlie. Je crois que c'était avant les événements du mois de janvier. Et quand on disait qu'il n'avait pas la stature présidentielle, il y a un consensus qui s'est fait à ce moment-là, vous en souvenez très bien, pour dire que là, il avait conquis effectivement sa stature et il avait revêtu ses habits de président. Ça veut dire, Jean-Sébastien Ferjou, que finalement la gauche n'a pas de leader charismatique ? Oui, elle a un candidat malgré tout naturel, parce que jusqu'à présent, les présidents sortants ont toujours été, quand ils souhaitaient se représenter, les candidats de leur camp. Après, on voit bien, et les frondeurs ont beaucoup œuvré à ça, malgré le congrès du début juin du Parti socialiste, qu'eux ont décidé de tout faire pour qu'il y ait une primaire, au Parti socialiste. Et effectivement, si les sondages continuent à s'enchaîner, ça deviendra difficile pour François Hollande de l'éviter. Après, je trouve Hélène Pilichowski assez optimiste sur les signaux économiques, parce que là, je vois les chiffres. J'ai mis des si. Non, je sais que vous les avez mis. Oui. Mais là, quand on voit les chiffres de la croissance américaine qui sont tombés aujourd'hui et qui sont nettement supérieurs à ce qu'on attendait, et qu'on voit à l'inverse qu'on fait en France, on ne peut que constater quand même que de toute façon, le bilan de François Hollande est dramatique. Et il est dramatique pas seulement en termes de résultats. À l'étranger, il faut rappeler quand même, parce que vous évoquez ces questions économiques, que François Hollande, a lié sa candidature au chômage, à l'inversion de la courbe du chômage.
Alors, je pense que la première chose, c'est qu'il y a une logique institutionnelle. Un président, que ce soit en France ou à l'étranger, qui peut se représenter, généralement se représente. Il y a très peu d'exemples contraires. Pour un exemple américain et un peu lointain, c'est l'exemple de Lyndon Johnson, mais à l'époque, c'était la guerre du Vietnam, c'était pas rien. Donc, en fait, on cherche des exemples de gens qui ne se représenteraient pas quand ils peuvent le faire, ça n'existe pour ainsi dire pas. Il y a un second élément qui joue très fortement, c'est que si on avait dans les sondages, justement, un candidat, par exemple Manuel Valls, qui, lorsqu'il était testé, l'emporterait, ou au moins serait qualifié au second tour, il pourrait y avoir une tension au sein du PS. Mais pourquoi provoquer une crise interne dans ce malheureux parti qui est déjà à terre, alors même que Manuel Valls ne l'emporterait pas davantage, il ne ferait pas mieux en réalité. Et je pense que c'est le calcul que fait Manuel Valls, c'est qu'il voit bien qu'il est peut-être en moins mauvaise posture que François Hollande, mais je pense qu'il est aussi capable de mesurer qu'il n'est pas en suffisamment bonne posture pour que ça vaille le coup de générer effectivement un clash au sein du Parti socialiste, parce que de toute façon, ça le plomberait pour une candidature potentielle les années qui suivent. Mais ce que François Hollande paye, c'est de toute façon, au-delà de son absence de résultats, c'est son absence d'uniformité idéologique. Parce qu'on aurait pu imaginer qu'il porte jusqu'au bout l'intention de son quinquennat, qui était finalement de vendre à la France une forme de social-démocratie, de socialisme moderne pour le Parti socialiste. Puis là, on a l'impression que sur la dernière partie du candidat, non, il finit par céder. Donc on ne comprend pas très bien. On nous met beaucoup en avant Emmanuel Macron. Par exemple, il cède sur quoi ? Sur la baisse des impôts, par exemple ? Sur le fait, par exemple, de laisser dire qu'on pourrait réattribuer le CICE à plutôt une réorientation des dépenses qui étaient prévues vers les ménages plutôt que vers les entreprises. Et donc, plutôt que d'aller jusqu'au bout de cette clarification idéologique, François Hollande, comme bien souvent, préfère rester dans la confusion, alors que ça pourrait être le bilan de son quinquennat. Même à défaut de résultats, ça pourrait être un bilan au moins de clarification idéologique. Mais non, il ne va même pas là. Et là, on se rend compte avec ce qui arrive pour les universités d'été à La Rochelle. On veut dire, le Parti socialiste, c'est quoi ? Entre Emmanuel Macron ou les frondeurs ou Jean-Christophe Cambadélis, on ne sait pas où est le Parti socialiste. On ne sait pas. Et François Hollande ne fait rien pour dire, à la limite, tous les partis ont des tensions qui existent, mais il ne fait rien pour dire, voilà, c'est cette ligne-là qui l'emporte plutôt que telle autre. Hélène Pilichowski. Je crois qu'il n'a pas envie, effectivement, de définir une ligne, hormis sa détermination face au pacte de compétitivité, quand même, malgré tout. Il ne veut pas le bouger. Il l'a redit au moment de l'ouverture de l'université d'été du MEDEF hier, il l'a fait redire. Manuel Valls l'a redit lui-même dans une tribune aux Échos. Donc, on reste sur cette ligne-là. Qui n'a pas totalement convaincu les chefs d'entreprise. Pas totalement convaincu. Encore que Pierre Gattaz commence à dire que la croissance va revenir et même que le chômage va baisser. Il l'a dit. Voilà, bon. Donc, ce qui se passe pour François Hollande, si vous voulez, c'est que le seul qui pourrait, dans les tests des sondeurs, être en mesure éventuellement de le dépasser, de faire mieux que lui, c'est Manuel Valls. Mais Manuel Valls, il incarne la même ligne social-démocrate, voire un peu plus dur même que François Hollande, qui effectivement essaye de naviguer pour ne fâcher personne. Mais si vous voulez, il n'y a pas un autre leader, notamment du côté des frondeurs, et c'est ce qui, en fait, a davantage tué les frondeurs que leurs propres excès ou leurs propres... Non, ce qui a tué les frondeurs, c'est qu'il n'y a pas un leader qui pourrait apparaître tout d'un coup, qui serait sondé et qui mettrait tout d'un coup en danger la candidature du président de la présidence. Dans le sondage dont vous parliez, était testée la candidature, si je me souviens bien, d'Arnaud Montebourg, qui était très décevante. Arnaud Montebourg. Contrairement aux espérances qu'Arnaud Montebourg avait. Il est sorti des écrans radars. Alors j'annonce la venue sur notre plateau de Jean Garrigue. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes historien et professeur à Sciences Politiques et vous sortez un nouvel ouvrage sur l'ardent Chaban-Delmas. Ça sort en septembre, c'est bien ça ? C'est ça, oui. C'est un petit livre sur Chaban-Delmas. On en parlera un peu plus tard dans ce débat. J'aimerais qu'on revienne sur le cas Manuel Valls. Est-ce qu'il est prêt finalement, même si les sondages ne lui donnent pas plus que François Hollande, Jérôme Sainte-Marie, est-ce qu'il est prêt ? Est-ce que le Parti socialiste est derrière lui ? Oui, à peu près. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Vous savez, quand on parle de social-démocratie pour la politique actuelle, nos téléspectateurs, notamment ceux qui sont à l'étranger ou qui pensent éventuellement à la social-démocratie scandinave, sont induits en erreur. Ce n'est plus du tout une politique social-démocrate qui est menée. C'est une politique d'inspiration social-libérale. Et dans le social-libéral, ce qui compte, c'est le libéralisme. Alors, c'est peut-être pas effectivement tout ce que le patronat ou tout ce que la droite voudrait faire, mais c'est davantage que ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Et en termes de libéralisation du marché du travail, on va voir que le remplacement de François Rebsamen annonce de nouveau une nouvelle progression, si je veux dire, ou un nouveau recul, ça dépend les options, c'est-à-dire une nouvelle libéralisation du code du travail. C'est la logique du pacte de responsabilité. C'est peut-être très bon économiquement, j'en sais absolument rien. Ce que je sais d'un point de vue politique, c'est ça qui fait perdre au Parti socialiste, et quand je dis perdre, c'est des déroutes après déroutes, les élections intermédiaires. Les électeurs de gauche, que ce soit Manuel Valls,
François Hollande ou n'importe qui d'autre ne se retrouve pas dans cette politique. Ils n'ont pas élu François Hollande pour cela. Et malheureusement, pour des raisons économiques globales ou européennes, on leur sert un plat qu'ils n'ont pas envie de consommer. J'entends bien ce que vous dites, mais on n'a pas l'impression finalement que les frondeurs cette année soient aussi bruyants que l'année dernière à l'Université de La Rochelle. Jean Garrigue. Non, mais les frondeurs, c'est une dissidence au petit pied. Les frondeurs... Les frondeurs, c'est la nostalgie réelle dans le Parti socialiste d'une culture qui se rattache à un vécu qui est celui de l'État-providence depuis 45 ans, 50 ans. Et c'est important dans la culture socialiste, mais on voit bien qu'à aucun prix, en tout cas pour l'instant, c'est ce que dit Christian Paul et les autres, ils n'ont pas envie de rompre avec le Parti socialiste. C'est un calculateur qui peut se défendre, ça correspond à la tradition socialiste, il y a des courants et on essaye de faire évoluer dans le sens d'une fidélité à un certain nombre de valeurs et de principes. Et je rejoins Jérôme dans cette idée que, de manière très claire, le Parti socialiste, là, il est engagé dans une voie sociale-libérale. La droite lui reproche de ne pas aller assez loin sur cette voie, mais il est engagé sur cette voie. Et c'est d'ailleurs assez courageux vis-à-vis précisément de cette culture socialiste et de ceux qui la défendent. Mais c'est malheureusement totalement un contretemps, parce que tout dépend de ce qu'on appelle libéralisme. Mais effectivement, dans une acception française, c'est un peu ce que la droite pourrait attendre. Sauf que quand on regarde ce qui s'est passé à l'étranger, quand on regarde la politique menée par les États-Unis, et ce que les libéraux, ce que les économistes libéraux américains ont souhaité mettre en place, à savoir un quantitative easing, un assouplissement monétaire, et refuser l'austérité. Le Parti socialiste, le paradoxe, c'est que le Parti socialiste français s'est converti à des politiques d'austérité sans vraiment les mener à bien, d'ailleurs sans totalement aller au bout de la logique, beaucoup moins qu'en Espagne ou qu'en Grèce, par exemple, mais s'est converti à ces politiques d'austérité au moment même où les libéraux américains ou anglo-saxons de manière générale, puisque c'est aussi la politique qui a été menée en Grande-Bretagne ou au Japon, eux se convertissaient en disant « mais non, regardez, on est dans un problème de demande, on a vaincu l'inflation il y a 30 ans et on a une banque centrale européenne dont le seul objectif est de tuer l'inflation, ce qui est complètement absurde puisque ça a été fait il y a 30 ans. Et c'est ce contretemps qui est très paradoxal. Donc après, on peut parler effectivement des définitions, de la libéralisation du marché du travail. Effectivement, ça c'est du social-libéralisme. Mais sur les politiques d'austérité, non, ça n'est pas du libéralisme contemporain. Jean Sainte-Marie. Oui, juste un petit point par rapport au Parti socialiste et par rapport aux journées de La Rochelle qui vont avoir lieu là, dans les prochains jours. Il faut bien voir que la situation est assez tranquille pour l'exécutif. C'est ce que je disais, oui, finalement. Il y a eu quelques mois le congrès de Poitiers. Apaisé. Les frondeurs, alors même que le Parti socialiste a perdu, mais de manière, c'est des défaites historiques, a perdu les municipales, les européennes, toutes les élections qui se présentent, eh bien, les frondeurs ont fait un misérable 30%. Il n'y a pas de base pour l'opposition au sein du Parti socialiste. On va continuer à parler de ces universités d'été et puis on parlera évidemment des Républicains dans quelques minutes. Je vous rappelle les principaux titres, à tout de suite.